Le monde d'à peu près. Bonjour à tous, bienvenue dans le monde d'à peu près. C'est Lamine qui est là pour vous servir et comme d'habitude, je suis autour de la table avec mes chroniqueurs que sont Ludovic et Nicolas. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Eh bien aujourd'hui c'est une émission entre nous. On va parler de Ludovic. Tu es à l'honneur aujourd'hui. On va parler de ton blog, on va parler de tes activités et surtout on va essayer de comprendre ce qui t'a amené aujourd'hui autour de cette table. Mais au-delà de ça, c'est aussi tout ce que tu écris, ton blog dont le nom est imprononçable. Donc je vais te laisser l'opportunité de nous expliquer ton blog et puis allons-y, discutons entre nous. En résumé, c'est Ludovic Joubert, sa vie, son œuvre. Voilà. Oui, merci. Oui, effectivement, le nom de mon blog est imprononçable. C'est Xylogloss, comme xylophone, XY. Gloss, c'est donc xylogloss, ça veut dire langue de bois. Et on va parler principalement, je pense, de la série d'articles qui s'appelle Toxicologie du langage. Ça fait beaucoup de X pour les amateurs de Scrabble. Mais effectivement, j'ai pas choisi la facilité. Mais xylogloss, c'est un terme qui existe réellement ou c'est vraiment un néologisme que tu as inventé? Alors, quand je regarde sur Google, il existe xyloglossie, et c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé. Moi, j'ai eu l'impression de l'avoir inventé, mais on peut être plusieurs à l'avoir inventé successivement. Hein, donc, ouais. Et ça fait combien de temps que tu as commencé ce blog? 2018, à peu près, ouais. Et l'histoire de ce blog, c'est quoi exactement? Pourquoi ce blog? Alors, pourquoi? J'ai écrit des romans que j'ai pas réussi à faire publier. J'ai écrit un essai aussi qui s'appelle Hors sujet. Et c'est un essai sur un sujet qui peut sembler hors sujet. Le sous-titre, c'est l'art de piéger les questions. C'est une réflexion sur les sujets de dissertation tels qu'on nous les enseigne dans l'enseignement secondaire en France. Dissertation littéraire et philosophique. Alors je sais que ça peut sembler, les gens se sentent pas forcément concernés quand on parle de ça, mais ça concerne tous les gens qui ont fait des études secondaires et qui sont allés jusqu'au bac ou jusqu'à l'université en Belgique. Alors je sais plus comment ça s'appelle le bac en Belgique. Hein, c'est la réto, mais c'est l'équivalent du bac en fait. Ouais, d'accord. C'est l'année de réto, donc effectivement on a aussi des cours de français et la grande compétence à savoir faire, en tout cas, c'est d'être capable de rédiger, de faire une rédaction argumentée, introduction, conclusion, etc. Donc oui, qu'est-ce que tu justement dans hors sujet, c'est quoi quelle est ta conclusion? Et donc, alors la conclusion, je vais juste donner quelques exemples de sujets de dissertation. En dissertation littéraire, c'est par exemple d'où provient, selon vous, l'émotion que l'on ressent à la lecture d'un texte poétique. Alors, ça ressemble à un sujet sur la neurologie, sur ce qui se passe dans le cerveau quand on écoute un poème, si on y éprouve du plaisir ou quoi que ce soit. Un autre sujet, c'est pensez-vous que le spectateur soit attiré par les idées contenues dans une pièce de théâtre? Mais ça fait aussi, tu parlais du bac, ça fait aussi épreuve de philo. Oui, mais l'énoncé, ça ressemble à ça aussi. Et troisième sujet, j'ai choisi un sujet littéraire dans un autre domaine, une autre discipline, littéraire. Pour vous, un personnage de roman doit-il avoir toutes les caractéristiques d'une personne réelle? La réponse est non, elle peut pas. Mais voilà, c'est des fausses questions. Ce sont des questions, ça fonctionne sur le principe de la double contrainte. C'est-à-dire on fait croire à l'élève qui devient un intellectuel, qui va exercer une profession intellectuelle, on lui fait croire qu'il apprend à penser par lui-même, à exercer son exercice critique, alors que les questions sont piégées dans les sujets littéraires. Alors, un exemple typique, c'est pensez-vous que... On dit pensez-vous que, alors que les consignes de rédaction de la dissertation, c'est qu'on n'a pas le droit de dire je. Par contre, dans les sujets, ils ont le droit de dire vous. Donc, on est tout le temps dans la double contrainte. Et en philosophie, le sujet bateau, c'est faut-il tout tolérer? De nouveau, c'est un sujet très idéologique. Et ça m'intéresse parce que, en fait, je me rends compte que c'est une des armes de neutralisation de l'intelligence qui sont déployées vers la catégorie qu'on appelle intellectuelle, entre guillemets. Ça prend plusieurs formes. En France, ça prend cette forme-là, mais en discutant avec des gens qui sont diplômés, je me rends compte que ces mécanismes sont intégrés dans la pensée, dans la non-pensée plutôt. En fait, ton travail, ce que tu fais là, aussi une façon de participer à cette dénonciation du nivellement par le bas de ce qu'on appelle en France l'éducation nationale. Aussi. Ça serait plutôt un nivellement par le milieu, par l'intermédiaire dont on sort pas, ni vers le haut, ni vers
vers le bas, entre guillemets, parce que vers le bas, ça serait les métiers manuels. Or, justement, ils sont selon une espèce de hiérarchie. Hein. Or, justement, les métiers, c'est l'intelligence par les mains. Et c'est précisément ce qu'on dévalorise. Et on fait semblant de valoriser l'intelligence par la tête en formatant complètement la pensée par la dissertation, qui est une des manières. Mais en quoi c'est un problème, en fait? Parce que, disons que tu as un sujet de dissertation, comme tu viens de l'énoncer. Bon, l'idée, c'est d'avoir une gymnastique intellectuelle pour arriver à argumenter sur une question qu'on t'aurait posée. En quoi c'est un problème? C'est le même problème que... Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que la notion de double contrainte. Est-ce que je dois l'expliquer ou pas? Tu vas nous l'expliquer. Ouais, voilà. La double contrainte, en fait, en psychologie, c'est la demande impossible. C'est par exemple le fait de dire à quelqu'un « sois spontané ». C'est une demande qu'on ne peut pas exécuter du fait même de la manière dont c'est formulé. Et la dissertation, les sujets de dissertation à la française, et à la belge aussi, j'ai des amis belges qui m'ont donné des exemples, mais c'est plus pervers en France, et ça existe depuis l'après-guerre, depuis les années 50, ça fonctionne exactement sur le principe de la double contrainte. Comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on n'a pas le droit de dire « je » dans une dissertation, et ils ont le droit de dire « pensez-vous que ?» dans le sujet. Donc déjà, il y a un processus qui neutralise, qui nous oblige à nous adapter à des processus et à ignorer la contradiction interne. Donc ça nous met dans une situation d'hypnose d'une certaine façon, ça nous fait partir sur des bases qui sont faussées. Et si on changeait cette formulation, ça serait tout de suite plus fluide, selon toi? Si on changeait cette formulation, on se rendrait compte que la question est sans intérêt, en fait. Mais l'idée derrière, c'est pas simplement d'essayer d'avoir une espèce d'avis objectif et d'avoir une gymnastique de la pensée, justement. Ouais, mais justement, je pense que ça participe d'une époque et d'une idéologie qui nous fait croire que l'objectivité n'existe pas. Et justement, j'entendais quelqu'un à la radio tout à l'heure qui disait que quand il avait voulu écrire un livre sur la situation en Ukraine, justement, c'était Thierry Marignac, il s'était opposé au fait qu'on lui disait, qu'on lui faisait croire que l'objectivité n'est pas possible. Or, ça c'est un mythe. Parce que de dire que l'objectivité n'est pas possible, c'est déjà une position idéologique, c'est déjà une position subjective. Oui, mais moi je suis assez d'accord avec le fait de dire que l'objectivité est un idéal. On a tous, j'entends par là qu'on a tous nos croyances, notre vécu, etc. Donc l'objectivité, ce serait comme si on sortait, qu'on nous posait dans le monde et qu'on arrivait à avoir un avis complètement détaché de ce qu'on est en fait. Donc comment tu arrives à concilier le fait que l'objectivité est quelque chose d'atteignable? Pour moi, ça ne l'est pas. On peut le tendre vers, mais on l'atteindra pas. Je pense que ça l'est à partir du moment où on connaît si on se connaît, si on sait, si on connaît ses biais de réflexion, si on sait, si on est catholique, si on est musulman. Le plus difficile, en fait, les personnes pour qui il est plus difficile de connaître leurs biais de réflexion, ce sont les athées, en fait, parce qu'ils croient qu'ils sont objectifs du fait qu'ils sont dégagés de ce qu'ils appelleraient des superstitions, des croyances. Voilà. Et c'est pour ces personnes-là que c'est le plus difficile d'arriver à l'objectivité, parce qu'ils croient qu'ils y sont déjà. Ils croient qu'il n'y a pas d'effort à faire. Ce qui est ton cas personnel? C'est mon cas personnel, oui. Moi, je suis un produit de la République, un mauvais produit de la République, disons. Puisque je me suis posé la question qu'on n'est pas censé se poser. On rappelle aussi, parce que tu as dit je suis un pur produit de la République, enfin on l'avait peut-être subodoré depuis le début de ton intervention, mais tu es français, on rappelle ça aussi que tu es français. Ah non, pas du tout. Hein. Oui, je suis français. Ouais. Donc, je sais pas à quel moment je me suis trahi d'ailleurs. Dès le début. Dès le début, ton accent, ta manière de parler. Ouais, une espèce de, on va pas dire une suffisance, mais une hauteur comme ça de ton qui fait très français. Ouais, les Belges et les Suisses, ça va. Bon, je l'ai entendu. Je le prends comme un compliment. T'as bien raison. Mais revenons à nos moutons. Et donc, j'ai envie de savoir, quand toi tu écris, tu penses que tu écris en totale objectivité? Non, c'est un travail. On commence avec un brouillon dégueulasse et puis on va barrer au fur et à mesure. On essaie d'arriver à une pensée qui soit
objectifs qui prennent en compte tous les angles du champ dans lequel elle s'inscrit. Mais ça peut paraître un peu abstrait. Mais toi, justement, qui écris, Nicolas, qu'est-ce que tu en penses de l'objectivité de l'écrivain? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que ça fait sens? Non, j'y crois moyen, dans le sens, justement, je trouve que l'objectivité est très subjective, Bah voilà, ouais. puisqu'elle dépend de soi, donc c'est un peu étrange, c'est presque contradictoire pour moi. Parce que c'est vrai que t'es sûr d'être objectif, mais tu peux jamais l'être à 100%, puis ça va dépendre de plein de facteurs. D'ailleurs, tu as dit, il y a quelques minutes, tu as dit que tu as posé une question genre philosophique en disant, est-ce qu'un personnage de fiction peut avoir les caractéristiques d'un personnage réel, et tu as répondu non. Oui. Alors que moi, je répondrais oui. Parce que pour moi, un personnage de non. fiction peut ressembler vraiment à un personnage réel Non. si on y prend garde. C'est une question à la con, puisque c'est une question qui part sur le mythe du réalisme. Et en fait, non, un personnage de roman ne peut pas avoir les caractéristiques d'un personnage réel. D'abord, parce qu'un personnage réel, il est inscrit dans le temps, et il est inscrit dans 3 dimensions physiques. Alors déjà, non. Alors, j'ai envie que tu développes un peu, parce que je suis d'accord avec vous deux, en fait. Mais ça dépend de la perspective dans laquelle tu réponds à cette question. Donc, est-ce que tu peux aller au bout de ta pensée? Pourquoi tu penses que, justement, un écrivain n'est pas capable de rendre un personnage fictif réel? Ah non, j'ai pas dit ça. Non. Le rendre réel, c'est pas la même chose qu'il ait caractéristiques. Faire croire à son existence, oui. Voilà. Mais il ne peut pas avoir les caractéristiques d'un personnage réel. Il y a une transposition. C'est comme quand on parle de réalisme en mélangeant le réalisme en peinture, par exemple, et le réalisme en littérature. Ça n'a pas la même histoire, on n'est pas dans le même médium, et comment dire, en plus, le réalisme en littérature, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il correspond à l'époque historique, on est sorti de la littérature de légende et de contes. À partir du moment où la littérature a commencé à s'intéresser au réel non merveilleux. Okay. Donc là, il y a autant de manières d'être réaliste, il y a celle de Zola, mais il n'y a pas plus réaliste, par exemple, que la science-fiction. Parce que la science-fiction fait croire à la réalité d'un monde qui n'existe pas. Le fantastique, c'est un genre réaliste, parce qu'il part sur le réel. En fait, il n'y a pas d'opposition entre le fantastique et la science-fiction, par exemple, entre Zola ou Balzac. Mais si tu pars du principe que justement tu parles de la 3e dimension, de la temporalité, alors dans ce sens-là, dans ce sens-là, oui, le personnage ne peut pas être réaliste, d'accord. Oui, pour le reste, oui. C'est une lapalissade. Ouais. Mais comment dire, en faisant croire à des adolescents qui vont essayer de réfléchir sur un sujet littéraire, que je crois que je vais pas terminer ma phrase en fait. En leur faisant croire qu'ils vont réfléchir, on fait passer à la trappe des questions essentielles, à savoir qu'est-ce que c'est que le réalisme. Non, on les met devant une évidence, un fait accompli qui n'est pas une notion qui n'est pas du tout définie. Et même Borges, je crois que c'était Borges qui disait que c'est à propos de Madame Bovary, qui disait que la notion de réalisme, c'est une notion sur laquelle personne n'est d'accord et sur laquelle il faudrait quand même revenir. Sur laquelle il faudrait. J'espère qu'on n'a pas perdu trop d'auditeurs sur ce coup-là. Il suffit pas de dire Borges pour. Même pas Borges, non. Ouais. Non, mais sur le côté. Bon, donc, en gros, ce que tu dis, je vais essayer de résumer ta pensée. C'est que finalement, étant donné que l'écrivain va faire un exercice où c'est lui qui va mettre à coucher d'un personnage, il ne peut pas être réel puisqu'il sort de son imagination, même si il va prendre les caractéristiques d'un homme qui a réellement existé. Pensant par exemple au roman historique, il va devoir se plonger dans l'état du personnage pour en retirer quelque chose. Mais la réalité du personnage, c'est ce qu'il a été vraiment. Donc c'est de l'avoir rencontré, d'avoir discuté. Après, je suis aussi d'accord avec Nicolas qui dit on peut y arriver, on peut y tendre en fait. On n'y arrivera jamais à 100%, mais on peut y tendre. Un peu comme l'objectivité en fait. Parce que même si tu as rencontré le personnage, tu vas quand même avoir ton filtre à toi, ton interprétation. Ça va continuer à être pas tout à fait vraiment le personnage. Ouais. Ça, on peut le dire aussi. Oui, mais dans l'objectivité aussi, c'est d'assumer la subjectivité. Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, c'est ce que je suggérais. C'est un bon résumé. Mais voilà, oui, d'accord. L'objectivité, c'est d'assumer la subjectivité. Oui. Là, sur ce coup-là, je crois qu'on est d'accord. Ça me paraît bien. C'est parfait. Ça nous laisse une transition pour passer au reste de ton blog, parce que l'on a parlé de l'essai que tu as écrit.
tu as écrit des romans. Là, on va peut-être revenir un peu plus sur le blog, parce que là, c'est facilement consultable, Oui. vu que c'est en ligne. Donc, tu l'as dit en 2018, et c'est justement hors sujet qui t'a amené à écrire ce blog. Et il y a toute une partie, après on parlera, si tu veux, des articles, tu seras maître de ce que tu veux parler, mais j'ai envie de parler d'un truc que je trouve intéressant dans ton blog, c'est la toxicologie du langage, encore des X. Tu facilites toujours les choses. Ouais. Voilà, qu'est-ce qui t'a donné l'idée justement de commencer ces articles, la redéfinition de certains mots, et est-ce qu'on peut prendre un exemple? Oui. Pour revenir aussi à mon adolescence et à l'enseignement des lettres, je me souviens que la manière dont on nous enseignait les lettres, c'est toujours évidemment la référence, c'était les Lumières. On nous disait, vous êtes les produits des Lumières, et la liberté, comment dire, on posait toujours la liberté, comme dans liberté, égalité, fraternité, comme un acquis et comme un absolu auquel on était arrivé. Donc, je me suis rendu compte, mais avec le recul, en réfléchissant, que finalement l'enseignement il ne peut pas être autre chose que juger parti, mais tout en prétendant objectivement être du côté de la vérité. Or, je ne voudrais pas aller trop loin sur ces questions-là, parce que finalement ça renvoie à l'histoire de la rupture de la Révolution française et de toutes les révolutions modernes. Mais en gros, oui, c'était ça. Donc, à partir de là, à partir du moment où liberté est définie par ce qui nous est imposé de facto dans la réalité politique qu'on vit, il y avait d'autres mots qui faisaient partie des meubles, auxquels on a tendance à pas réfléchir, parce que ils sont là. Laïcité, voilà, par exemple. Et c'est d'ailleurs grâce à toi, Lamine, que j'ai appris il n'y a pas très longtemps que l'étymologie de laïcité, c'était ignorance. Et c'est intéressant. Ouais, disons un peu plus pour les. En fait, ça s'oppose à clerc, qui est le sachant, et le laïc est celui qui ne sait pas, en fait. C'est à la lecture à la lumière et la lecture de René Guénon que j'ai appris ça. On pourrait faire le parallèle entre les initiés et les profanes. Voilà, Oui. exactement, initié, profane. Et écoute, là, tu as parlé de ce qui t'amène à écrire ces articles toxicologie du langage. Prenons un exemple concret, si tu le veux bien. Quel est le mot que tu pourrais voilà, un des mots que... Je trouve qu'avec l'époque que nous venons de vivre depuis maintenant 3 ans, si tu as le mot complotiste, ça serait intéressant. Oui. C'est une très bonne idée, en effet. Alors, normalement, c'est écrit. Je suis pas sur une scène et on me fait pas. Je suis pas comme un singe savant. En tout cas, j'ai pas encore cette pratique. Je crois que c'était les soirées impro avec Ludovic Joubert. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On le fera. Complotiste. Déjà, vous avez sûrement remarqué que complotiste, ça arrive à la suite d'une série de mots qui se terminent par "iste". Ça commence à mon avis avec raciste, antiraciste dans les années 80, ce mouvement initié par Bernard-Henri Lévy, SOS Racisme. D'ailleurs, je ne sais plus quel est l'intellectuel qui avait dit SOS Racisme, c'est amusant, c'est comme ça fait penser à SOS Baleine, il y a quelque chose à sauver là-dedans. C'est Finkielkraut, je pense, qui a dit ça. Alain Finkielkraut, le philosophe. Je suis pas sûr. Il faudra vérifier. Il me semble que c'était quelqu'un de plus taquin attention, il dit pas que des choses bêtes, monsieur. Alain. Non, il en écrit aussi. C'est vrai. Allez, taisez-vous, allez-y. Et revenons à notre mouton. Là, tu digresses, comme on dit. Oui, effectivement. Revenons à notre complotiste. Donc tu parlais du racisme. Oui. Oui, donc il y a eu raciste, antisémite, qui se termine pas tout à fait par "iste", et puis populiste, le mot populiste qui est apparu il y a quelques années, je sais pas dans son acception négative. Voilà. En tout cas, c'est arrivé un peu avant les Gilets jaunes, je dirais, quelque chose comme ça. Voilà. Donc tout ce qui émanait du peuple, dans une démocratie où le peuple théoriquement est la référence, le pouvoir du peuple, tout ce qui émane du peuple non contrôlé devient négatif. Et voilà, c'était. Et puis donc complotiste, je pense, est venu remplacer et simplifier tout ça, englober tout ça au moment depuis 2020, il me semble. On n'en avait pas beaucoup d'exemples avant. On en avait, mais c'était plus confidentiel. Là, c'est devenu vraiment, ça a explosé. C'est devenu le slogan très mode qui résume et qui met plein de choses, comme tu le dis, un gros paquet où tout est dedans et qui permet, comme ça a souvent été dit, d'arrêter la conversation très rapidement. Ouais. Alors il y a deux. Disons je voulais dire qu'avant l'époque covidienne, ça avait encore on va dire dans l'esprit collectif,
C'était encore un mot qui faisait peur. Aujourd'hui, tout le monde l'est, hein, finalement. Si tu reviens, on va dire, en septembre ou autre, la catégorie complotiste, ça passait, en fait. On se rappelle que c'était Thierry Messant qui avait sorti son bouquin, et partout, on avait dit que c'était un complotiste. Et d'ailleurs, on se rappelle qu'à l'époque, Jean-Marie Bigard avait émis des doutes. Il y avait aussi eu... Même Mathieu Kassovitz. Kassovitz et alors, ils avaient directement été estampillés de complotistes. Et derrière, ça avait été non, je ne le suis pas, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce que cette étiquette a été utilisée à tort et à travers pendant la crise covidienne, justement. Ouais, mais aujourd'hui, pour aller plus loin dans cette digression-là, il y a le monde s'est scindé entre les journalistes qui ont le droit d'utiliser le mot complotiste et qui sont sur les plateaux, et les complotistes qui n'ont pas le droit de parole. En gros, quasiment pas. C'est déjà un mot toxique dans le sens où ça veut rien dire, en fait. Déjà, c'est déjà un mot qui est erroné. Oui, Oui, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. En plus, il est mal utilisé, en réalité. Bah, sur le plan morphologique, déjà, complot plus iste, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que bon, ça veut dire théoricien adepte des théories du complot. C'est pas évident du tout dans la construction du mot. C'est quoi? Adepte des complots, amateur de complots, mais de complot. Préparateur de complot? Pardon? Préparateur de complot? Préparateur. Et de quel complot parle-t-on aussi? Voilà. C'est ça. C'est de savoir, oui, complotiste, mais de la théorie du complot. Est-ce qu'il y a une théorie du complot? Il y en a pléthore. Donc à un moment donné, de quel complot parle-t-on aussi? C'est aussi ça. Et il y a aussi un autre phénomène que je trouve toxique à travers ce mot, c'est que certains qui justement vont penser une réflexion un peu plus poussée en essayant de trouver des réseaux occultes derrière tel ou tel attentat ou l'État qui pourrait être caché ou je ne sais quelle société secrète, arrivent aussi à se définir comme complotistes. Et ça, je trouve ça assez dévastateur parce que ce mot ne veut rien dire et justement il discrédite la personne qui va essayer de faire un travail très journalistique avec des faits, etc. Reprenant ce mot pour sa pomme. Je trouve ça très mauvais en fait. Mais c'est à ça qu'il sert. Il a été inventé par la CIA suite à l'assassinat de John Kennedy, justement pour discréditer les personnes qui se posaient des questions sur la réalité, la vérité de la thèse officielle. Donc tous ces mots-là, complotistes en dernier, ne servent qu'à disqualifier et à empêcher que le débat ait lieu. Bon. Et effectivement, en plus, on peut pas nier, si on est sain d'esprit, que les complots, c'est la nature même l'essence même de l'histoire. Même récemment, vous vous souvenez des couveuses au Koweït, c'est le Koweït, hein, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Les couveuses, les armes de destruction massive dans une fiole brandie par Colin Powell. Ouais. Feu Colin Powell. Voilà. Alors les gens ont oublié à une vitesse absolument sidérante que les complots existent. Mais c'est ce qui a fondé même l'histoire. Donc si on reprend, on va prendre l'histoire officielle. La Première Guerre mondiale, elle éclate parce qu'il y a un complot qui donne suite à un meurtre, donc elle éclate. L'assassinat de Franz Ferdinand, exactement, ambassadeur d'Autriche, hein, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Sauf que selon la version officielle, l'assassinat de Franz Ferdinand, il me semble, n'avait pas pour but de déclencher la Première Guerre mondiale. C'était un complot. Ouais. C'était un complot. Ça a été utilisé comme prétexte. On va plus tôt. Le 11 septembre. Le 11 septembre, la version officielle est un complot. C'est quelqu'un qui a de l'argent, qui se retrouve dans une grotte, qui fomente des gens dans un réseau qui s'appelle Al-Qaïda pour prendre le contrôle d'un avion et foncer dans les tours du World Trade Center. Ça s'appelle un complot. Oui. C'est un complot. Oui. Donc à un moment donné, l'histoire est complotiste, si vous voulez rentrer dans ce jeu-là. Et il y a les bons et les mauvais complots. Et d'ailleurs, un truc aussi marrant, c'est que tous ces politiciens français ou autres, dès qu'il y a une histoire qui sort sur leur poire, ils crient au complot. Donc il y a vraiment le bon et le mauvais complot. Donc, et il y a un article absolument brillant, j'essaierai de le retrouver pour vous le mettre en description. C'était Ariane Bilran qui en avait parlé, que finalement l'histoire était faite par les complots. Elle avait bien documenté tout ça. Je vais voir si je le retrouve. Mais voilà, oui, donc effectivement, complotisme, complotiste et complotisme sont des mots bateaux et des mots toxiques. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui seraient intéressants de voir ensemble? Il y en a un autre qui est intéressant, parce que c'est aussi une étiquette qui est rapide et qui ne veut plus dire grand-chose et que peu de gens arrivent à définir, c'est extrême droite. Extrême en général, ou extrémiste et extrême droite, effectivement. Et je me suis fait la réflexion que... pourquoi est-ce que extrême
fonctionne. Pourquoi est-ce que c'est efficace? C'est parce qu'on imagine la ligne politique, le spectre politique, comme une ligne droite, avec la gauche, la droite, le centre, et puis donc les extrêmes. Bon, mais c'est un schéma. Il suffit en fait de transformer cette ligne en triangle, avec la gauche à un coin, la droite à un autre, et le centre représenté par Emmanuel Macron, par exemple, à un autre angle, pour se rendre compte que l'extrême est virtuellement présent dans les trois directions. Et quand on voit la politique d'Emmanuel Macron et ses propos, on ne peut pas dire qu'on soit face à une politique modérée. On est face vraiment à une destruction extrême, une politique radicale de destruction de la France, par exemple. Oui, mais maintenant, ils ont trouvé une astuce à ça. On parle de l'ultra-droite. Oui, mais c'est... Oui. Non, voilà, donc on sort de ton triangle, là. Non, mais c'est ingénieux. Non, on sort de la ligne. C'est une ligne infinie, mais ça va plus loin que l'extrême de la ligne infinie. À part si on prend ça... D'ici quelques mois, devrait arriver la supra-droite, normalement. Ouais, oui, dans cette logique, effectivement. Est-ce que supra est plus fort que ultra? Ou la méga, je ne sais pas, la méga droite. Oui, on est Intergalactique droite. on pourrait tomber là-dedans. On arrive dans la physique quantique de la politique. Quoi. Mais alors, certains très torqueront, comme vous le savez, j'aime bien faire mon avocat du diable, que l'extrême droite, elle existe, elle est représentée. C'est pas un fantasme. Oui, mais alors ça repose sur le fait que la droite et la gauche, d'abord, ce sont des notions obsolètes qui existent depuis la Révolution française, où la gauche c'était les partisans, en gros, je simplifie parce que c'était les partisans de la Révolution, alors que la droite c'était les réactionnaires, ceux qui étaient nostalgiques de l'ancien régime. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est une notion dans la mesure où la gauche et la droite, depuis des dizaines d'années, depuis 1983 à peu près, votent systématiquement la même chose, sauf sur les questions qu'on appelle sociétales, même j'allais l'insulter, mais je vais me retenir. Même l'honorable Michel Onfray l'a fait remarquer. Donc, le clivage politique n'est pas sur la gauche et la droite. Donc, à partir du moment, ce sont des illusions et de l'extrême gauche et l'extrême droite. Encore que l'extrême gauche moins, pour des raisons historiques. L'extrême droite, c'est une illusion extrême. En plus, on voudrait nous faire croire que l'extrême droite, c'est le mal absolu. Et pourquoi? Parce qu'on fait sans arrêt référence, on fait implicitement référence à quoi? Au nazisme. Le nazisme, c'est quoi? C'est national-socialisme. Alors, il faudra qu'on m'explique en quoi le socialisme est une politique de droite. Voilà. Là, je lance le défi à toutes les personnes, à tout le monde, en fait, aux personnes qui nous écoutent. Mais je vais faire un peu de pub ici. C'est que finalement, moi, j'ai écrit un article qui a été publié dans ton blog où je traite de ce sujet très, très succinctement, qui s'appelle, je me rappelle même plus du titre. Ça s'appelle droite ou gauche, gauche évidemment, par la main. Exactement. La mine, oui. La main droite ou la main gauche? Non, par la mine. Par la mine, ouais, voilà, c'est ça. Non, mais voilà, où j'essaie de résumer un peu cette pensée, et justement, j'explique finalement, si on regarde, je vais prendre ce qui est qualifié aujourd'hui d'extrême droite. On va prendre la pensée d'un certain Conversano. Aujourd'hui, on serait qualifié par nos médias traditionnels d'extrême droite. Parce que raciste, parce que xénophobe, etc., etc., tous les mots qu'on pourrait mettre dessus. Or que pour moi, Conversano, finalement, qui est un athée, sa pensée s'apparente plus à Jules Ferry. J'exagère, mais voilà. Donc, quelqu'un qui était éminemment de gauche. C'est un sacré grand écart de passer de Conversano à Jules Ferry, c'est pas mal. Non, mais alors je m'explique, c'est que finalement, il avait une pensée raciste, Jules Ferry. Il fallait coloniser c'est vrai, civiliser les. C'est la calomnie de dire des choses pareilles. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, ça avait même fait tout un scandale. Je me rappelle sur sa statue, je ne sais plus où. Je pense que c'était Taubira qui en avait parlé. Bref, il veut coloniser les peuples non civilisés, donc avec un cerveau amoindri. Dans mon article, je fais référence aussi à Durkheim, le père de la sociologie, qui était un adepte de la craniologie, donc c'est-à-dire l'étude des crânes, pour savoir, voilà, en fonction de la taille de ton crâne, où vous étiez plus ou moins intelligent. Tout ça, c'était des pensées de gauche. C'était des pensées positivistes. Et finalement, si on regarde ce que dit aujourd'hui quelqu'un comme Conversano, il pourrait avoir une discussion et s'entendre avec Jules Ferry. C'est là où je veux dire que il faut toujours prendre du recul par rapport à la pensée, d'où elle vient, et surtout à quelle époque on est, et de quelle époque on parle. Donc j'inviterai aussi
pour s'intéresser à ces sujets, aller sur ton blog et à lire mon article. Et oui, je fais ma pub, j'ai le droit. Qui est paru en octobre l'année dernière, hein, si je dis pas de bêtises. Je sais plus quand on l'avait publié. Enfin, on le retrouve. On le retrouvera. Facilement sur le blog qui s'appelle donc Xylogloss, rappel. Rappel, Xylogloss. On a fait l'extrême droite. Y a-t-il d'autres mots ou peut-être des articles sur lesquels tu veux parler? En fait, toxicologie du langage, il y a des mots qui sont logiquement pas à leur place. Par exemple, j'ai mis gouvernement mondial parce qu'en fait, dans toxicologie du langage, il y a une fonction aussi de détox. Mais on peut parler rapidement de l'extrême gauche. Et l'extrême gauche, historiquement, elle existe. Je vais aller très très vite là-dessus. C'est que on ne parle jamais des crimes. Enfin, on parle peu des crimes du communisme. Mais en fait, les massacres ont commencé dès 1917. Quand on parle de l'extrême gauche et de l'horreur du communisme, on parle toujours de Staline, alors que ça a commencé immédiatement, que les révolutions modernes se traduisent immédiatement par un génocide, par des génocides et par des massacres. Oui, ça a été. Oui, si on fait le bilan du nombre de morts qu'a causé le communisme dans son ensemble, c'est gratiné. C'est énorme, oui. On ajoute la Russie, la Chine, et puis si on veut proportionnellement aussi le Cambodge, qui a quand même réussi à éradiquer, je vais dire, alors j'ai une mauvaise mémoire des chiffres, mais peut-être un quart de sa population. À vérifier, mais vraiment c'est une proportion énorme, hein, peut-être un cinquième. En tout cas, c'était vraiment énorme. Oui, ça a été un gros scandale. Sous les politiques menées qui voulaient industrialiser le pays. Tout ce qui était terres agricoles ont dû être abandonnées, donc il y a une famine énorme, puis tout ce qui était travail forcé, etc. Oui, ça a causé des morts sans conséquence. Mais justement, pourquoi, du coup, je vais te poser la question, je ne sais pas si tu sauras y répondre, mais pourquoi l'extrême droite est si grave et justement pas l'extrême gauche? Pourquoi on n'en parle jamais? Donc, j'ai une idée. Je t'en prie. Parce que, en fait, il s'agit de souiller dans l'esprit des gens tout ce qui se rattache à du nationalisme, à du conservatisme et à l'attachement aux valeurs traditionnelles. Alors que le communisme, comment on appelle ça? C'est la révolution mondiale. Enfin, c'est un projet d'uniformisation du monde. Alors, nouveau, tu me connais. Conservatisme, c'est aussi un mot toxique. Parce que conserver, mais conserver quoi? Oh, bah, j'en parle pas, elle n'est pas dans ma liste. Hein, tu voudrais y penser. Ouais, vous envoyez je vous ai envoyé la liste. Il ne faut pas mettre des mots qui ne sont pas non plus. Mais c'est une bonne question, conserver quoi? C'est vrai, on conserve quoi? Mais tu as raison, en fait, dans l'esprit des gens, de beaucoup de gens, conservateur, c'est un mot négatif. Et il y a beaucoup de gens qui viennent de la gauche et qui. J'ai parlé avec une femme il n'y a pas très longtemps qui m'a dit qu'elle venait de la gauche et qu'elle avait commencé à se poser des questions au moment du Covid. Et que c'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte que ce conservateur, en fait, c'était un mot positif. Oui, conserver ce qui vient avant nous pour ce qui arrive après nous, pour la transmission, les enfants, etc. Voilà, de ce point de vue-là. Il suffit juste de penser au mouvement de l'écologie. C'est quoi l'écologie? C'est de conserver ses terres. Donc finalement, c'est... Plus aujourd'hui. Hein. Non, mais si on parle de l'écologie historique. Aujourd'hui, d'ailleurs, on appelle les écolos des pastèques, hein, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Je veux dire que non, mais pour en revenir à ce que je disais, c'est conserver ses terres, c'est conserver un environnement qui soit sain, conserver ses rivières, etc. Donc il y a un élément de conservateur. Aujourd'hui, l'écologie, c'est prendre l'avion 4 fois dans sa vie, hein, pas plus. T'es sûr de ça? C'est ça l'écologie? Oui, non, mais malheureusement, oui, c'est devenu ça l'écologie. Pour aller parler du transgenre ou de choses comme ça, puisqu'ils se sont appropriés ces questions-là, qui ont apparemment un rapport avec l'écologie, qu'il faudra qu'on nous explique quand même. Hein. Tu parles de transgenre, est-ce qu'il en est question dans ton blog quelque part? Oui, je pense bien, oui. Transgenre, genre, c'est une notion qui est. Alors, est-ce qu'elle est toxique? En tout cas, elle est fallacieuse, parce que c'est une notion. Le mot genre a remplacé le mot sexe. On n'a plus le droit de dire sexe. Avant, on disait transsexuel, ce qui de toute façon pose problème. Parce que est-ce qu'on change de sexe? En fait, voilà, la réponse est clairement non. On se mutile pour se condamner à vie à des traitements chimiques, des traitements hormonaux qui ne permettent pas malheureusement, parce que c'est une grande souffrance pour ces gens-là, pour les vrais, qui ne permettent pas d'échapper aux pulsions suicidaires, parce que ce sont les transsexuels. Il y a des gens très bien. Il y avait Maud Marin, je ne sais pas si vous connaissiez Maud Marin, qui était devenue avocate. Donc c'est un homme devenu femme, hein, transsexuel, dans les années 80, qui ressemblait un peu à Stéphane Audran. Elle avait la même coupe. Enfin voilà.
mais ce sont des gens qui ont une tendance à la dépression et au suicide beaucoup plus élevée que le commun des mortels. Et tu penses que c'est pour faire plus acceptable de remplacer justement sexe par genre pour faire, Oui. Et puis ça empêche de parler du vrai problème en plus, oui. Donc, et puis à partir du moment où on crée le problème est déplacé définitivement. Donc ce sont toujours on ne parle plus du réel, on ne parle que de diversion et de matrice dans la matrice qui servent à détourner l'attention du problème réel. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler avec ces gens-là, en fait, pas avec ces fanatiques-là. D'ailleurs, fanatique, c'est aussi... Ah oui, il n'est pas dedans, justement, fanatique. Ah ouais, non, en fait, c'est la partie j'en ai publié 4, il y en a encore 2 qui sont prêtes, 2 ou 3. Qui doivent encore être publiés. Fanatique en fait partie, et Fanatique fera l'objet d'un développement plus poussé, parce qu'effectivement, je vais juste te dire qu'évidemment, quand on entend Fanatique, la première image qu'on a, c'est les terroristes islamiques. C'est l'image pré-mâchée qu'on nous a mis dans les têtes depuis quelques dizaines d'années, alors qu'en fait... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de fanatisme. Il y a du fanatisme possiblement dans toutes les religions, et même dans les mouvements non religieux. Le communisme, si ce n'est pas du fanatisme. Le transgenrisme. Le transgenrisme est tout à fait fanatique. Le véganisme, alors les véganes sont les plus fanatiques, je crois. Dans tous les mouvements qui deviennent un peu extrêmes, qui sortent d'un certain équilibre, rentrent facilement dans le fanatisme. Oui, sauf qu'ils croient qu'ils sont raisonnables. Ils se croient raisonnables. Mais on rejoint peut-être l'objectivité et la subjectivité. Ouais. Mais dans la toxicité, il y a aussi, comme le mot haine, les crimes de haine, ce qui est toxique, c'est de définir les gens, soit de refuser de se définir en conformément à ses actes. Et il y a aussi le fait que c'est le pouvoir qui nomme et qui donne, quand on dit... quand on qualifie quelqu'un de raciste, si la personne ne se revendique pas raciste, alors c'est une attaque, c'est une calomnie. Donc ce qui est toxique, c'est déjà simplement le fait de nommer quelqu'un sans échanger avec cette personne, sans la connaître. On lui impose une catégorie dans laquelle on l'enferme. Un grand classique que nous avons déjà connu chez Artemus, à savoir d'être qualifié de certaines choses ou d'avoir une étiquette alors que nous n'avons même pas parlé avec les personnes qui nous l'ont donné. Oui, non, mais c'est facile, ça, c'est la pensée par compartiment. Après, l'être humain a besoin de ça. Ça facilite la pensée, ça la rend moins subtile, ça la rend plus digestible. C'est-à-dire que tu vas compartimenter la manière de catégoriser les gens. Même le marketing, tout le marketing, c'est basé là-dessus. C'est la segmentation des gens. Donc, tu vas définir un segment avec de 15 à 25 ans et qui écoute tel type de musique, qui fréquente tel lieu, tel bar, tel machin. Et ça te permet d'avoir une vision plus, on va dire, moins subtile des choses. Oui, donc si je te comprends bien, ceux qui ont besoin de ça, c'est plutôt pour exploiter les autres. Parce qu'effectivement, les mots sont déjà des catégories. Donc on a besoin effectivement de ranger les choses dans des catégories. C'est à ça que sert... la langue. Mais les exemples que tu donnes, j'ai l'impression que ce sont plutôt des gens qui ont intérêt à utiliser le langage contre nous. Donc effectivement, il n'y aurait pas que les pouvoirs politiques, mais aussi, par exemple, tu donnes l'exemple du marketing qui est qui standardise à mort l'humain et la réduit à des consommateurs. C'est que ça facilite les choses et surtout ça rend la pensée moins subtile et que c'est un effort d'avoir une pensée subtile. C'est pas évident de se mettre à penser, se dire tiens, peut-être que je le pense raciste, mais en fait non, pas vraiment, parce que si j'écoute ou je vois la manière dont il se comporte, c'est beaucoup plus facile, c'est plus rassurant de dire je le catégorise là-dedans, etc. Et j'ai l'impression que certains en ont besoin en fait. Ça permet de ne pas faire effondrer leur monde, voilà. Mais on a habitué les masses à ça aussi. Oui, bien entendu. On a ça dans l'art, par exemple, dans la musique, c'est un grand classique, dans la chanson, on va dire, chez les artistes. Dès qu'il y a un nouvel artiste qui émerge, on doit le comparer ou savoir sur quelle ligne il est, à qui il ressemble, ou ça, c'est un peu la musique avec la voix de tel un tel, c'est un peu le même principe. C'est aussi pour situer. Et au début, c'est une bonne idée parce qu'il faut quand même qu'on puisse avoir une grille de lecture, mais en même temps, on donne ça aux gens comme ça, ça leur donne quoi penser ou quelle étiquette mettre. Ouais, c'est nouveau, ça peut partir d'une bonne idée pour cibler. Mais après, on te donne la cible que tu dois avoir. C'est assez intéressant aussi, cette façon de procéder. Et elle est valable dans plein de domaines.
Et t'as des exemples précis qu'est-ce que t'as dit, la musique ou la Non, mais chanson ou, n'importe quel artiste qui émerge aujourd'hui, et puis on en parle entre nous, c'est quoi? Et tu vas me dire, ah, c'est du rock qui ressemble à tel un tel. Au niveau de la voix, on dirait telle et telle personne. C'est un peu le même genre que, etc. Alors c'est normal, c'est naturel chez l'être humain pour cibler, pour savoir de quoi il parle. Mais le système te donne ça, clé en main, presque un kit quoi, qui est prêt à l'emploi, et toi tu l'utilises sans même toi-même amener une réflexion personnelle là-dessus. Mais ça, c'est des comparaisons, ce sont des analogies. Alors que le fait de traiter quelqu'un de raciste, de complotiste, ce n'est pas une analogie, c'est une condamnation. C'est pas tout à fait la même fonction. Parce qu'on le met dans une catégorie qui n'existe pas, en fait, qui est vide et qui sert à diaboliser. On met des chanteurs qu'on met dans la catégorie des chanteurs qui ne sont pas des chanteurs aussi. Hein. Ah, mais là, on leur fait un compliment. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens, heureusement, oui. Bien écoute, on a parlé de toxicologie du langage. Est-ce qu'il y a d'autres articles ou d'autres choses que tu voudrais partager avec les auditeurs sur ton blog? Tu avais une idée précise? Moi, j'en ai une, en fait. Mais... Vas-y. D'accord. Le titre de mon blog, en fait, c'est Fiction, mensonge et littérature. Et le mot mensonge est important parce que s'il y a le mensonge existe, cela sous-entend que la vérité, en tout cas que la recherche de la vérité existe. Il y a un exemple qui me tient à cœur, parce que il y a les articles. Je publie pas beaucoup. Je passe beaucoup de temps à l'écriture d'un article. Mon modèle, c'est un peu Simon Less, hein, le grand sinologue belge, dont je recommande la lecture, parce qu'elle n'a pas beaucoup écrit. Il a écrit des livres courts sur des sujets essentiels, la littérature, la mer, la Chine, puisque c'était un sinologue qui parlait et écrivait chinois. Voilà. Je rends un petit hommage. Il est mort à 80 ans, il y a quelques années. Et donc, les articles... Les bons sujets, ça serait par exemple les fictions, certains films ou certains livres, ça marche mieux avec le cinéma, qui nous renvoient, qui nous disent quelque chose d'important sur le monde. Et j'ai un exemple que j'aime beaucoup, c'est un film dont je recommande la vision à tout le monde. C'est une comédie très, très divertissante, en plus, une comédie de science-fiction qui s'appelle Galaxy Quest. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je connais pas. Ouais. Avec Sigourney Weaver. Avec Sigourney Weaver dans le rôle d'une bimbo blonde où elle s'amuse beaucoup. Elle est vraiment à contre-emploi, comme on dit, mais tous les acteurs sont très très bons. En gros, ça raconte l'histoire d'un groupe d'acteurs qui jouent dans une espèce de Star Trek des années 80, mais un peu cheap. Et ils sont pris, il y a des extraterrestres qui entrent en contact avec eux parce qu'ils les prennent pour leur personnage. Donc, ils vont être kidnappés. Ils vont être embarqués dans des aventures pour sauver ces extraterrestres qui sont en voie d'extinction, qui doivent se battre contre un ennemi qui est très dangereux. Et il y a un moment dans ce film, vers la fin, je le dis, mais sans spoiler, comme on dit, sans éventer ou divulgacher. Sans divulgacher. Ouais. Divulgacher. Mais on dit éventer, moi j'aime bien le mot éventer. Il faudrait qu'ils prennent. Il y a une question essentielle qui se pose. Mais le film raconte une histoire, il la prend très très au sérieux. On peut la voir vraiment au niveau du divertissement pur, parce que vraiment le scénario est parfait. Mais c'est très intelligent parce que ça donne pas de leçons. Et donc à un moment, il se pose la question vers la fin de savoir si on doit délivrer les extraterrestres de leurs illusions, si on doit leur dire qu'ils se sont trompés, que leur mythe, que les personnages qui considéraient pas comme des dieux mais comme des modèles sont en fait des imposteurs. Et en fait c'est ça. Est-ce qu'on doit être délivré de nos illusions? Je donne pas la réponse que le film apporte, mais c'est vraiment une vraie question philosophique dans le bon sens du terme, parce que je tiens pas la philosophie moderne en grande estime. C'est très prétentieux de dire ça, mais on n'a pas le temps d'en parler. Mais voilà, c'est une vraie question philosophique. Quand tu parles de ce film, c'est que tu as écrit un article ou tu vas écrire un article? J'ai écrit un article sur ce film, ouais. Voilà. Écoute, je crois qu'on va pouvoir conclure, sauf si tu as des choses à dire. Nicolas, je voulais juste te demander, à rapport à tes activités littéraires, parce que tu as écrit des romans qui n'ont pas été publiés, et un de tes premiers articles, si ce n'est le premier, qui s'appelle Je me présente, tu expliques un peu le monde de l'édition, la difficulté pour un auteur inconnu. Et tu parles d'auto-édition, et tu es à fond là-dessus, et tu dis je vais arriver, je suis bientôt là, je vais faire un truc et tout. Et c'était en 2018, c'était il y a 5 ans.
Et où en es-tu avec ça? Est-ce que tu vas publier quelque chose? Est-ce qu'on va pouvoir te voir quelque part? Ou pour l'instant, ça reste une idée un peu comme ça sur le côté? Bah, disons que j'aimerais bien avoir j'ai utilisé ce mot l'autre jour, ça a fait rire, avoir l'entre-genre d'un Nicolas Da Silva qui a réussi à vendre son roman Pax Dystopia quand même à un nombre honorable d'exemplaires. Mais alors, je n'ai pas ton réseau social. Quand même, tu rencontrais beaucoup de gens. Oui, mais c'est pas par ce livre que j'ai rencontré les gens. C'est pas, je connaissais les gens avant le livre. C'est vraiment le livre qui crée le réseau. Donc peut-être fait des idées, mais effectivement, je vais continuer à m'adresser à des éditeurs parce que je suis en train de terminer la refonte de mon premier roman, qui est assez en prise avec l'actualité depuis 2020. Bref. Avec la naissance de la dystopie, mais vraiment les balbutiements, hein, comment ça s'installe, sans exclure effectivement l'auto-édition en m'inspirant de ton expérience. Donc au bout de 5 ans, toujours pas d'auto-édition, c'est ça? Non, mais... Bon, alors on va donner un coup de pouce à Ludovic. Y a-t-il un éditeur qui serait intéressé de lire Ludovic et de le publier? Je te fais ta pub. Ou des lecteurs, puisqu'on aura peut-être l'occasion de faire la promotion. C'est un roman, c'est une fiction quand même. Hein. C'est un vrai roman, oui. C'est un vrai roman, okay. Ouais. Qui s'inspire de dont le l'actualité. Titre est, L'oreille absolue. Le titre, c'est L'oreille absolue. L'oreille absolue, oui. D'accord, donc s'il y a des gens qui ont des contacts, s'il y a des éditeurs, s'il y a des gens qui ont des pistes, qui n'hésitent pas à nous contacter pour qu'on puisse publier L'oreille absolue de Ludovic Joubert. Voilà, et pour finir l'autopromotion, la promotion, il est question dans L'oreille absolue, ça raconte vraiment une histoire. Hein, on suit un personnage qui est pris un peu malgré lui dans les mécanismes de la formation de ce qu'on pourrait appeler la novlangue d'aujourd'hui. Voilà. Très bien. Nicolas, un mot de conclusion, et puis on terminera par Ludovic et on prendra congé. Non, mais je trouve que pour un blog qui parle beaucoup de langage, c'est très bien de terminer sur la novlangue, justement. C'est pas mal. Mais c'est vrai qu'on peut encourager les gens à aller le lire parce que c'est fouillé, c'est intelligent, intéressant. Et ça amène à réflexion et je crois que c'est quand même aussi l'idée de ce qu'on essaie de faire à notre petit niveau avec ce monde que l'on qualifie d'à peu près, qui nous justifie d'ailleurs un peu notre à peu prêtisme en général sur beaucoup de choses. Voilà, à toi Ludovic. Bon, je veux pas vraiment de conclusion, je vous remercie de m'avoir invité, je reviendrai. On te recevra avec grand plaisir si tu nous toxicologies pas l'émission. Voilà, merci chers auditeurs. On mettra tous les liens vers les articles dont on a parlé, le blog en question. Et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez un éditeur, vous avez des idées. C'est contact@artemis.info. Allez, à très bientôt pour une prochaine. Ciao.